Bonjour. Je vous rappelle qu'il y a des... Ah ben non, c'est pas le bon canal. Donc il y a des casques que vous pouvez demander à ma gauche pour pouvoir entendre les traductions en langue française pour certains, en anglais pour d'autres. Après, s'il y a des croates ou autres. Bien. Eh bien écoutez, je vous remercie d'être là à cette table ronde sur l'exploration médicale du cerveau en forme d'hommage au voyage fantastique d'Isaac Asimov, qui est à la fois un roman qui date des années 50, 54 si je me souviens bien. Oui, des années 50. Et un film tourné en 1966 par Roland Fleischer, et c'est là que je me suis trompé sur le réalisateur, non c'est bon. Donc pour parler des rapports entre médecine et science-fiction, et puis entre le cerveau et la science-fiction, nous avons trois invités à cette table ronde. Donc j'ai commencé tout à fait à ma gauche par Christian Barillot, qui est spécialiste d'imagerie médicale au CNRS à Rennes. C'est ça, au CNRS et à l'INSERM. Et à l'INSERM. Laurent Genefort, qui est un de nos écrivains, et puis qui est un des historiens de la science-fiction en France, un de nos écrivains qui travaille beaucoup sur l'univers de la panstructure, dont je vous recommande particulièrement la trilogie d'Aumale. Là, récemment, il y a eu la publication d'un autre roman, Point chaud, qu'on pourrait qualifier, parce qu'il y a aussi une publication comme guide de survie. Il y a eu un petit guide annexe, voilà. Le guide de survie en territoire extraterrestre, pour reprendre un petit peu les bouquins de Kevin Brooks. Voilà, c'est ça. Guide de survie en territoire zombie. Et donc, on finit par les dames, pour une fois. Nancy Kress, qui est un écrivain américain que nous avons l'honneur d'accueillir à la Cité des Congrès, qui est un écrivain qui aime bien utiliser les biotechnologies, le génie génétique dans ses romans. Et je citerai particulièrement un texte court qui vient d'être édité aux éditions ActuSF, L'une rêve, l'autre pas, qui met en scène la création par manipulation génétique d'enfants qui n'ont plus besoin de dormir. Voilà. Donc il y a une vraie préoccupation sur ces thématiques-là. Et si vous voulez, la question qu'on se pose, c'est des rapports entre la science-fiction et la médecine, puisque si on réfléchit bien, la médecine est un des sujets les plus souvent traités par la science-fiction, un des sujets les plus tôt traités par la science-fiction également, puisque trois des romans fondateurs de la science-fiction sont des réflexions sur la médecine. Alors, on peut commencer par le Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley en 1818, le Dr Jekyll et Mr Hyde de Robert Louis Stevenson en 1886, et puis un des troisièmes romans fondateurs, L'île du Docteur Moreau d'un certain Herbert George Wells, 1896, où là nous entrons de plein pied dans le domaine des manipulations génétiques. Donc la science-fiction se questionne sur ce thème depuis très 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 longtemps. J'ai presque envie de commencer à poser une première question à Nancy Kress, justement, pourquoi la médecine, pourquoi les biotechnologies, pourquoi les manipulations génétiques? Qu'est-ce qui vous passionne dans ces sujets, puisque vous en parlez régulièrement dans vos livres? This is the future. We are going there. Once the genie is out of the bottle, it's almost impossible to put it back in. And in this case, for biological changing, the genie is out of the bottle. Already, much of our conventional medicine depends on experimentation on animals that have been genetically modified, knockout mice. Mice without immune systems are used for the testing and creation of many, many drugs, life-saving drugs. We know how to do this. And as history has shown, once we know how to do something, eventually we do it. Genetic engineering is already happening, but in a very quiet kind of way. In California, you can buy a rabbit or a cat that glows in the dark because jellyfish genes have been put into it. Now, I don't know why you want to buy a rabbit or a cat that glows in the dark, but if you feel that you want one, you can have it. We also, when we use in vitro fertilization for infertile couples that cannot have a child alone, we don't yet alter the genes, but we do choose. If you have an infertile couple
and the sperm and the egg are united, and you end up with 6 embryos. Now, at least in the United States, I don't know what the laws are here, those embryos will be scanned genetically so that you can choose not only the gender, but so that you can choose ones that don't carry genetic markers for inherited diseases. Okay. That step is widely accepted. Right. Here's the next step. Once we know more about the human genome, it may be possible to start scanning for other things and choose among those 6 or 8 embryos that you have for something else. For instance, consider this. You have 6 embryos. 2 of them you ruled out that you're not going to implant in the mother because they have some genetic diseases. So you have 4 left. 3 of them are girls, 1 is a boy. You want a girl, so you have 3 left. And let's say you want a boy. You have 3 boys. You look at these 3 male embryos. We don't know yet, but we will know, where the genes reside for, say, height. 2 of the boys are going to be maybe 5 feet 10 inches or taller. 1 of them is going to be 5 foot 1 inch. Now, being short for a boy is not a disease. It's not a medical problem, but nearly all parents will pick the taller ones. That's how we start to choose. And that's a form of genetic engineering even before we go into the genome itself. And it goes on all the time. I'm old enough to remember the first in vitro baby in 1978 in the United States. Her name was Louise Brown. She was formed in a petri dish, the mother's egg, the father's sperm, and then the embryo implanted back into the mother. There was a lot of screaming and yelling in the newspaper. We are playing God, we are doing unnatural acts, we are creating monsters. Now there have been tens of thousands of children that are the result of in vitro fertilization. If you were born after 1978, you could be the result of in vitro fertilization. Ask your mother. And nobody objects to any of this now, because what happens is we get used to it. We get used to the next step, and we get used to the step after that, and we get used to the step after that. And just as in the 20th century was the century of physics, where there were incredible discoveries, everything from relativity to smashing the atom, this century will be the century of biology. We will do it because we can do it. And that's why I write about it, because I think this is the future. I wish I could live 1,000 years and see how it all works out. I would really, really like that. Vous nous décrivez presque un monde à la bienvenue à Dakata, le film d'Andornicole. Je vais passer justement la main à Christian Barillot, parce que tout ce que vient de dire Nancy Kress est très 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 intéressant, et justement c'est peut-être le moment de faire un petit peu le point cette fois avec un spécialiste cette fois-ci du domaine, pour revenir un petit peu sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, sur la question du cerveau. Où en est-on pour le cerveau, et que peut-on faire dans le cerveau aujourd'hui? Alors après on reviendra sur ce qu'a dit Nancy Kress, parce que c'est toujours intéressant d'avoir les conséquences éthiques, les conséquences morales de tout ce qui vient d'être dit, mais je voudrais passer la parole à Christian Barillot sur cette fois le concret, et carrément pour, j'allais dire, le moteur pour le cerveau. On en est où? Je reviens sur l'énoncé même du débat, puisqu'on va parler on part du voyage fantastique d'Isaac Asimov. Voilà. Où est-ce qu'on en est dans le bricolage de l'humain et puis le bricolage du cerveau? Je vous rappelle que dans le film Le Voyage fantastique, on miniaturise des individus pour les inoculer à l'intérieur d'un corps humain et les faire dépanner, quoi. Ils vont faire les mécanos de service pour dépanner le corps humain. Et là, on a un spécialiste de l'imagerie médicale. Tout à fait autre chose. Donc, moi, je rentre pas dans le... Je suis pas comme dans le voyage fantastique. On m'injecte pas dans une cellule par injection. C'est jamais bon de se faire mettre en cellule, vous avez raison. Non, mais déjà, l'imagerie ne permet pas encore de faire du tri sélectif parmi les embryons. Donc, au moins, on n'en est pas encore... on n'en est quand même pas encore à ce point, mais on commence d'ores et déjà à regarder le fonctionnement cérébral, y compris in utero. C'est des choses qu'on commence
qu'on commence à faire. Alors bien sûr, plus l'âge avance, plus les occasions en fait d'avoir de l'imagerie cérébrale se renouvellent. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, on a besoin en fait de l'aide de l'imagerie cérébrale pour mieux comprendre les différents troubles, y compris des troubles en fait qu'on ne mettait pas du tout sur le dos d'une pathologie physiologique connue. Je pense par exemple à toutes les maladies psychiatriques, où pour l'instant, enfin je dirais dans le siècle passé, on pensait plutôt que le seul traitement possible des maladies psychiatriques était principalement lié à l'histoire personnelle de la personne. Et en fait, on se rend compte de plus en plus qu'en regardant le cerveau fonctionner, eh bien, on arrive à mieux comprendre les processus qui permettent de développer certaines pathologies neurologiques et certaines pathologies psychiatriques, par exemple. Donc ça, c'est, je dirais, une avancée majeure des 15 à 20 dernières années, et on n'en est qu'au début de cette aventure. Et on peut envisager d'agir ou pour l'instant on se contente d'observer? Alors aujourd'hui, pour ce qui concerne ce type de pathologie, on est plus dans l'observation, mais l'imagerie commence aussi à être utilisée comme médiateur de traitement, je dirais. C'est tout le concept on appelle ça le théragnostic, par exemple. Ce concept-là, en fait, consiste à aller, par exemple, injecter, et là on se rapproche en fait du voyage d'Asimov, ça consiste à injecter en fait par exemple on appelle ça des liposomes, des nanoparticules, et puis ces nanoparticules vont encapsuler des médicaments, et ces médicaments vont aller se fixer par exemple au niveau de tumeurs, ou au niveau de régions ciblées, et par l'imagerie on va aller suivre la concentration en fait de ces liposomes pour ensuite aller les détruire de manière extérieure et de manière sélective par exemple. Et pour permettre par exemple la libération de médicaments extrêmement précisément et extrêmement localisés, en réduisant à la fois les effets secondaires et puis en augmentant aussi l'efficacité en fait du médicament. Donc ça c'est un exemple que l'imagerie permet de faire aujourd'hui en dehors de la simple observation. Oui, allez-y. Genetic engineering and brain imagery actually do cross, they do meet. There is some work being done at the Massachusetts Institute of Technology in a new field called optogenetics. And what they have done so far, only on mice, is the brain is injected with genetically altered algae that are light sensitive and will also activate certain areas of the brain. And an electrode is put in the top of the mouse's head, and two different colors of laser light, yellow or blue, can go down here, and which one you use down the optic cable into the mouse's head activates different areas of the brain, activates the algae with the light controlled. So far, what they've concentrated on is motor areas of the brain. And doing this, they are able to get mice to run in circles indefinitely by the genetic engineered algae that have been put in the brain, and then the laser light that then activates these light-sensitive algae. This is a little bit terrifying if you think about it for the future, because the more we know about the brain, and it's not very much yet, the more the possibilities of control of other people's brains does open up. Et alors du coup, j'en profite pour poser la question à Laurent Genefort avant qu'il ne s'endorme. Est-ce que... J'écoute avec religieusement. Est-ce qu'on écrit sur ce genre de sujet, parce que bon, toi tu es un écrivain quand même, tu écris beaucoup. Est-ce qu'on écrit sur ce genre de sujet parce que ça fait peur, ou bon, comme pour les exorciser, ou pour se les approprier et pour essayer de les mettre en cohérence avec un futur qu'on pourrait éventuellement, bon, peut-être pas appeler, mais on pourrait essayer d'envisager. Une des fonctions de la SF quand elle se déroule dans le futur, c'est qu'elle traite de l'homme dans une technosphère. Alors quand ça se passe dans le futur, la technosphère elle est futuriste. Donc effectivement on est amené à traiter des découvertes actuelles ou dans un proche avenir. Donc simplement par logique interne de récit, on va être amené à
à postuler l'existence de post-humains ou d'hommes génétiquement modifiés pour des tâches particulières ou la suppression médicale d'un certain nombre de tâches. Et l'ASF, depuis le début, on parle de ce qu'on peut faire, enfin de ce qu'on pourra faire. Je ne sais pas si c'est une fonction de l'ASF, mais en tout cas, c'est peut-être une de ses fonctions, c'est qu'elle partage peut-être avec la philosophie, c'est ce qu'on devrait faire ou ce qu'on ne devrait pas faire, ou en tout cas s'interroger dessus. Et par exemple, j'ai été frappé pour moi, une des images de science-fiction les plus fortes que j'ai eues ces dernières années, peut-être ces 20 dernières années, c'est quelque chose qui ne s'est pas du tout passé dans la science-fiction, mais dans la société réelle, notamment en Asie, qui est le féticide des petites filles. On avait un exemple, on était au cœur de la science-fiction en fait, avec ce qui s'est passé, ce qui se passe encore, même si c'est en régression, c'est-à-dire l'introduction d'une nouvelle technologie qui permet donc de voir le sexe de l'enfant et donc de le supprimer dans un contexte culturel particulier où la place de la femme n'est pas celui qu'on a en Occident à l'heure actuelle. Donc on est au cœur d'une problématique SF. Et là, je trouve que la SF, elle traite de ça, quoi. Voilà. Oui, enfin, je pense que c'est... de toute façon, dans le monde scientifique, cette réflexion-là, le sentiment d'avoir un besoin fort des sciences humaines au sens large, en fait, est vraiment reconnu, que ce soit dans le monde des sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures, parce qu'on sait très bien que la science ne permet pas, ne s'auto-limite pas en matière de capacité théorique ou technologique. C'est pas le but de la science que de s'auto-limiter. Par contre, c'est l'objectif des sociétés, l'objectif de la philosophie, l'objectif des sciences humaines, c'est de contrôler les comportements individuels et les comportements collectifs. Et je pense qu'on n'ira pas contre, on ne va pas interdire de faire des recherches dans des domaines qui peuvent éventuellement déborder dans ce qui ne serait pas éthique, par exemple. Mais là où justement on a besoin de la réflexion de la société et du citoyen et un rôle important à avoir dans ce contexte-là, c'est jusqu'où, en fait, à titre individuel et à titre collectif, la société autorise de faire des choses ou de ne pas faire des choses, sachant que la technologie existe. C'est vrai pour tout, c'est vrai pour d'autres domaines technologiques. On a besoin de réfléchir justement sur la limite à l'usage de ces outils. C'est ce que disait Nancy Kress tout à l'heure, en disant si on sait faire quelque chose, finalement on va le faire. Hein. Ça fait peur. Yeah, science fiction, I think, has something to answer for here, because what you said, of course, is absolutely true. Science is a tool, like any other technology. And that's true of any technology. The day that man discovered fire, arson became possible. There always is a negative side and a positive side, and it's how you use the tool. Do you use the hammer to build a house, or do you use the hammer to hit your neighbor over the head with? The problem is that science fiction, because it focuses on stories, stories are about things that go wrong. Nobody wants to read a 400-page novel where everything goes well. You want to read fiction about things that go wrong, that get screwed up. And as a result, when science fiction approaches science, we often look on the negative side because that's where the story is. It makes the better story. But that doesn't mean that it reflects reality in a positive or constructive or useful way. And I think this problem is built into science fiction because it's built into fiction. But it does trouble me that much of what I write, although not Beggars in Spain about the genetically altered people not to sleep, but much of what I write looks on the dark side, negative side of science, and that does trouble me. But that's where the better stories are. L'une rêve, l'autre pas. Je cherche une petite. Excusez-moi, j'interromps tout le monde. L'une rêve, l'autre pas. Je vous laisse. Non, mais non, enfin, je suis d'accord. La science-fiction,
le but de la science-fiction, c'est de créer des nouvelles, c'est de créer des histoires qui soient lues, qui soient regardées si c'est des films. Et c'est sûr qu'on est probablement plus attiré par des histoires qui nous perturbent sur le plan émotionnel. Ceci dit, les scientifiques, eux, c'est pas ce qui les attire. Ce qui les attire, par exemple, quand on fait de la recherche sur l'imagerie cérébrale, c'est plutôt essayer de soigner des maladies. On va travailler avec des médecins. La préoccupation au quotidien qui nous anime, c'est plutôt de soigner. Mais il faut malgré tout être conscient que les techniques qu'on peut mettre en œuvre à des dessins positifs peuvent aussi être récupérées et détournées à des dessins négatifs. Et ça, il ne faut pas attendre des chercheurs qu'ils se limitent eux-mêmes, puisque on ne peut pas savoir à l'avance, quand on va mettre en place une nouvelle technique d'imagerie pour voir par exemple le fonctionnement du cerveau, y compris par exemple chez les fœtus, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? On va pouvoir en faire des choses magnifiques, permettre de, par exemple, de mieux anticiper des problèmes à la naissance, de parfois prendre des objectifs thérapeutiques particuliers, et puis d'autres vont l'utiliser pour faire de la sélection, pour des choses qui vont être négatives au plan de la société. Et ça, c'est à la société de gérer ces problèmes-là, c'est pas aux scientifiques, même si les scientifiques sont partie prenante dans cette réflexion générale. Oui, il vaut mieux qu'ils regardent ce qu'ils font. C'est déjà le cas, c'est-à-dire que toutes les recherches que l'on peut faire sont toutes encadrées par des comités d'éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire, surtout quand on s'intéresse en fait à la recherche sur le vivant, hein, pas simplement l'humain, mais y compris la recherche sur des modèles animaux, par exemple, on ne fait pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire on est obligé de passer devant des comités de protection des personnes, par exemple, qui va dépioter, qui va, par exemple, prendre des mois à accepter certains protocoles que l'on veut mettre en place. Donc ces comités existent, mais malgré tout, on voit bien que sur des problèmes d'éthique, l'idée qu'on en avait dans les années 80 n'est plus vraiment la même aujourd'hui. Sur les tests sur les embryons, par exemple, on n'a pas la même notion en fait, de ce qu'est l'éthique aujourd'hui, de ce qu'on l'avait il y a 30 ans. Donc c'est des choses qui sont en perpétuelle rénovation en ce moment. And law hangs even behind ethics. The legal systems for dealing with these things are always behind science. In the United States, when computers first were introduced and young people started hacking various government and corporate security systems, the question came up, first of all, half of the hackers were treated as criminals and taken to court. The other half were hired by the corporations to go ahead and do their own security, since they were the ones who knew how to break the security. But when they did go to court, the question came up, if you break into a corporate computer and you copy some files and you leave a little note that says, ha ha, I was here, and then you get out, that may be a crime, but what kind of crime was it? Nothing was stolen. All the files are still there. Is it trespass? You were not physically on the corporate building, and nobody knew which laws applied. Copyright, trespass, theft. And there was a long time to sort out the legalities trailing behind the science possibilities. And the same is going to be true with exploration and control of the brain or the genome. The law lags behind the science. Pour passer sur tout à fait autre chose, est-ce que vous pensez, je m'adresse d'abord aux écrivains et puis ensuite aux scientifiques bien sûr, que ce qu'on pourrait appeler le rêve prométhéen de rebricoler l'homme au point de le refabriquer autre est quelque chose de bon, quelque chose de dangereux? Il est peut-être temps de parler en termes de morale maintenant, parce qu'on voit entre autres dans Danse aérienne, votre roman, qu'on rebricole complètement les humains. Every time a woman gets pregnant, you've manufactured a human being. C'est vrai. Mais c'est une méthode plus traditionnelle. Est-ce que je vais poser une question à Christian Barrio. Est-ce qu'on peut imaginer que la science, de ce point de vue-là, pourrait être sans limite? Ou est-ce qu'il peut y avoir des limites? Un petit coup de philosophie là. Je pense qu'un scientifique est probablement le moins bien armé pour répondre à cette question. En fait, je
pense que quand on est scientifique, on n'est pas nécessairement le meilleur prédicteur de ce qu'on fait aujourd'hui donnera dans 10 ans, dans 50 ans. Je pense qu'on s'imagine pourquoi on fait les choses, avec quel dessin on le fait, et probablement que ce qu'on fait aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ben, ça n'aura de réalisation et d'impact sociétal que dans 10 ou 15 ans. Mais je suis probablement assez mal armé pour dire est-ce que dans 50 ans, quelqu'un d'autre aura récupéré ce que je fais aujourd'hui pour en faire quelque chose d'autre. C'est souvent le cas, c'est souvent ce qui se passe, et la majorité des inventions, en fait, on le voit sur des prix Nobel de physique, par exemple, ils disent tous que finalement, souvent ils sont primés 20 ou 30 ans après leurs travaux, et ils se rendent compte que finalement, ce qui s'est fait avec leurs travaux, ils n'y avaient pas du tout pensé à l'origine. Je pense que ça, c'est propre de la science. Je fais partie de conseils scientifiques, par exemple, on nous demande de faire de la prospective scientifique. Souvent, ce qu'on fait, ça se réalise assez peu, parce qu'on est capable de se projeter à 10, peut-être 15 ans, mais rarement au-delà. Donc, je ne suis pas sûr qu'un scientifique soit le mieux à même. Par contre, un auteur de science-fiction, eh bien, lui, il va pas être bloqué en fait par ses connaissances scientifiques, justement. Donc, il va être beaucoup plus à même, en fait, d'extrapoler, y compris en racontant des bêtises, mais malgré tout, le fait d'extrapoler permet en fait de débloquer les frontières. On revendique le droit de dire des bêtises. Hein. C'est très bien, mais je pense que ça permet justement d'aller au-delà des frontières. Les scientifiques restent un petit peu enfermés dans des frontières, c'est ce qu'on leur demande. Hein. Mais en tout cas, le but, c'est pas de juger, hein, c'est d'explorer des hypothèses. Tu me demandais si c'était bien ou mal. Peu importe finalement. L'intérêt, c'est de j'ai jamais considéré personnellement la science comme devant être jugée a priori sur, en tout cas, les objets des découvertes. C'est la société qu'il faut juger, et l'échographie peut faire peur dans certains cas, alors qu'elle va sauver des vies ou interrompre des grossesses dangereuses dans d'autres. Donc effectivement, il n'y a aucun... pour moi, ça n'a jamais été un objet de jugement, en tout cas. Et le cyberpunk avait bien, je trouve, donné le ton de du traitement de la science. C'est-à-dire que on vit dans une technosphère, on est immergé dans un bain de technologie et d'information qui nous redéfinit un peu en permanence. Et donc, la science-fiction, elle va donner des images à ça. Elle va rendre intelligible ce courant souterrain. En fait. C'est plutôt ça. Je vois la science-fiction plutôt comme ça. En fait. Et par exemple, il y a une nouvelle de Greg Egan. Justement, on parlait du cerveau, et si on arrive à redéfinir, à paramétrer notre propre cerveau. C'est une des thématiques principales de Egan, cette reprogrammation, si on peut se reprogrammer soi-même finalement, où il imagine quelqu'un dont la femme a été assassinée par un serial killer, et il sait que sur un vice de forme, le serial killer a été libéré, et il voudrait bien se venger, mais il a un code moral qui lui interdit de le faire. Il est contre la peine de mort et contre la vengeance privée. Et donc il va aller au marché noir, s'implanter un mode, c'est-à-dire une sorte de reprogrammation neuronale qui supprime ce verrou moral. Et il va il s'injecte, il va aller exécuter l'assassin, enfin le meurtrier. Et puis il avait prévu, une fois que ce serait terminé, de se loter. Et puis finalement il se dit que finalement non, il vit mieux finalement sans ce verrou moral. Voilà. Moral locks and ethics are such a complicated thing in the brain. They involve nearly every part of your brain. I don't know if you could ever actually have something quite as simple as an Egan story. En fait, il y a des techniques aujourd'hui qui commencent à être mises au point. On appelle ça de l'interface cerveau-ordinateur. Bon, finalement, on n'est pas si loin des techniques on appelle ça de la chirurgie fonctionnelle. En fait, quand on va traiter les syndromes parkinsoniens en implantant des électrodes
et en stimulant en fait certaines parties en fait du cerveau pour réduire tous les effets, enfin un certain nombre d'effets associés à cette pathologie, on se rend compte par exemple que ce type de chirurgie peut entraîner parfois des effets secondaires. Des effets secondaires qui vont aller changer le comportement, y compris le comportement sociétal en fait des personnes. Donc agir sur le cerveau, on sait aujourd'hui que de fait on va changer le comportement, on peut changer le comportement des personnes. Ça a été rapporté depuis très longtemps sur la chirurgie du cerveau, parce qu'il y avait par exemple sur le plan médical, oui, une tumeur qui va aller endommager par exemple une région du cerveau va changer le comportement. Donc c'est quelque chose. Donc dire que dans un fantasme un peu de science-fiction, qu'un jour on sera en mesure par exemple de pouvoir se reprogrammer, je n'aime pas trop le terme parce que je suis informaticien, donc c'est pas. Mais stimuler tout au moins le cerveau pour lui stimuler dans ce cerveau justement tout ce qui va être des formes un petit peu primitives, de pensée primitive, tout à fait, c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Et là encore, c'est pas la science qui va l'empêcher, puisque c'est probablement les mêmes instruments qui seront mis en œuvre pour soigner les gens qui souffrent de Parkinson, soigner et développer ce type de technologie. Encore une fois, c'est vers l'état de société qu'il faut aller. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Planète à gogo de Paul et Cornbutte. C'est un livre des années 50 où il dénonçait la publicité justement et le matraquage publicitaire sur la psyché humaine où les gens sont obligés d'aller descendre au fusil des publicités volantes qui volaient autour d'eux un peu comme des moustiques. On n'est pas très loin finalement des premiers essais justement dans le marketing neuronal où on essaie d'induire des comportements justement d'achat totalement à l'insu du consommateur qui n'a plus aucun libre arbitre pour le coup. Et donc c'est ce type de questionnement qu'on peut avoir. On est dans une société purement marchande, il est logique que les connaissances du cerveau, comme n'importe quelle connaissance, aillent dans un sens marchand. C'est normal. Non, mais, oui, tout à fait. Ça a même déjà commencé, ce genre de choses. J'ai le souvenir, moi, d'avoir vu une étude, je ne donnerai pas les marques ni les lieux où cette étude a été faite, mais où une marque de cosmétiques, par exemple, avait testé, en fait, sur parce qu'on le vaut bien. Oui, par exemple. Une marque de cosmétiques avait testé, en fait, une crème par exemple, et regardez comment sous IRM, on était en mesure de pouvoir identifier, en fait, le caractère lié au plaisir quand on se mettait cette crème. Et je rassure, ça n'avait pas donné de résultat transcendant, mais malgré tout, l'idée avait quand même germé et il y a eu beaucoup d'argent pour faire cette étude-là. We already manipulate our own brains all the time. I've had 3 cups of coffee today, which is 1 more cup than I should have had. And I'm aware that my brain is hyped up because of this. There are antidepressants, that Prozac in the United States, I don't know what it is here, that half of the people I know are taking, that change their brain chemistry. And we change our brain chemistry all the time by almost every choice that we make. The question is, who's going to get to be making these choices, us or the rest of society in terms of advertising, as you mentioned, or even more direct coercion? And again, these are the kinds of things science fiction is best at dealing with. We model possible ethical problems, not because we think we have any solutions. I don't have any solutions. Do you have any solutions? No. But only because we are modeling the questions so that they can be considered. Moi, je vais complètement changer le débat d'orientation là, pour le compte. Christian, on en est où dans la connaissance du cerveau aujourd'hui? Waouh. Vous avez 2 minutes. Oui. Là, 2 minutes, je vais avoir un peu de mal à répondre. Bon, on est où dans la connaissance du cerveau?
Enfin, Est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui de le bricoler vraiment, le cerveau proprement dit, sans... oui, on parle de fait déjà, on parle de plein de trucs là. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin cette fois-ci au niveau médical, un petit peu pour revenir sur le sujet, un petit peu comme dans le film, enfin le livre d'Isaac Asimov et le film, est-ce qu'on peut carrément maintenant le tripoter oui, le cerveau, chirurgicalement on peut, non, d'ailleurs, ce qu'on veut faire, c'est le faire de manière de moins en moins invasive. Donc, y compris dans le domaine chirurgical, par exemple, on va essayer de s'affranchir au maximum de techniques invasives parce que ça permet de pouvoir répéter des expériences, ça permet aussi de les mener en limitant les risques. Donc, je dirais que les grandes avancées, au moins pour le domaine que je connais en imagerie cérébrale, c'est justement d'aller vers des techniques plus en plus précises, moins en moins invasives et plus en plus précises à l'échelle du temps et à l'échelle en fait spatiale du millimètre. Aujourd'hui, on est capable de mettre en évidence par l'image, peut-être en injectant un produit, mais un produit qui s'élimine très rapidement, regarder comment certaines cellules en fait vont attaquer certaines parties du cerveau et par exemple être en lien avec certaines formes de maladies. On va par exemple être en mesure de pouvoir marquer certains neurotransmetteurs pour pouvoir mieux comprendre comment telle maladie psychiatrique par exemple agit ou comment tel médicament par exemple va être plus ou moins efficace, va être plus ou moins absorbé par le patient. Donc on est capable de regarder le cerveau fonctionner quasiment à l'échelle moléculaire à travers ces médiateurs chimiques que l'on va pouvoir injecter. Donc ça, je dirais que c'est les avancées d'aujourd'hui qui permettent à la fois de bien comprendre, de mieux comprendre comment le cerveau fonctionne sous l'effet de stimulation extérieure ou sous l'effet de stimulation chimique liée à des médicaments, et comment le cerveau fonctionne aussi simplement dans l'environnement sociétal. J'ai vu ici au Palais des Congrès, là, il y a 2 semaines, en fait, il y avait une assemblée générale en fait, du pôle de compétitivité, ce qu'on appelle Images et Réseaux, qui est un pôle de compétitivité interrégional entre la Bretagne et les Pays de Loire, où il y avait un des projets qui était pas primé, mais qui était candidat à être primé à ce concours, en fait, qui s'intéressait à la stimulation du cerveau chez les personnes qui commencent à souffrir de démence, et comment est-ce que ces personnes pouvaient réagir à un environnement totalement virtuel, par exemple, et dans lesquels on les soumettait à des émotions liées à des événements dans cet environnement virtuel. Typiquement, ils naviguaient comme s'ils marchaient dans un quartier qui leur était familier, et puis il y avait des événements type une maison en feu, type un accident qui se passait devant eux, et on essayait de comprendre par ce biais, en fait, comment, en regardant le cerveau fonctionner, eh bien, comment est-ce que, justement, des personnes pouvaient plus ou moins facilement garder cette mémoire sémantique, cette mémoire liée à l'émotion, ancrée ou pas trop ancrée, et pour permettre de caractériser justement quel est le niveau d'atteinte en fait, de cette mémoire émotionnelle et de cette mémoire sémantique. Donc, on voit bien que le lien entre la technologie et puis la manière de voir le cerveau fonctionner en temps réel peut nous permettre de bricoler, d'apporter des thérapeutiques spécifiques, tout au moins. C'est un sujet qui est beaucoup traité en ce moment dans la science-fiction, le rapport de la médecine avec le cerveau, la duplication, enfin, la reprogrammation, pour reprendre les mots de Laurent Genefort, du cerveau, la duplication du cerveau, etc., etc. C'est pas des sujets qui t'ont jamais tenté, toi, ça? On lit pas trop ce genre de sujet chez toi? Moi, je suis plutôt un auteur de space opéra, en fait. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plutôt, les rapports avec la médecine, on en trouve pas mal dans mes bouquins. Vis-à-vis du cerveau, non, pas tellement. Le seul qui puisse se rapprocher du thème, c'est Memoria, où je décris un personnage, qui est un tueur, en fait, qui arrive à se dupliquer dans le cerveau d'autres,
qui va réussir comme ça et en se libérant de son support biologique finalement, puisqu'il arrive à se copier d'un support dans un autre, il devient de fait immortel. Mais en même temps, il est aussi capable de capter et de s'accaparer différents souvenirs, de les garder d'un hôte à l'autre, et au point qu'il va se shooter aux souvenirs d'autrui, et où sa personnalité d'origine va se fondre dans les différents souvenirs qu'il va accumuler au cours des siècles. Donc il va devenir une sorte de personnalité composite. Donc il y a un artefact, donc une machine qui permet de faire ça, mais j'avais tout à fait conscience que ça n'avait rien de scientifique. On est dans une métaphore et ça n'avait pas prétention à être de la hard science, donc une fiction vraiment technologique pour le coup, et totalement vraisemblable. J'ai évacué le problème en disant que c'était une machine extraterrestre qu'on avait récupérée. Voilà, ça me permettait de sauver des apparences, on va dire. Voilà, mais voilà, c'est surtout, j'ai surtout traité le thème comme ça. The brain and science fiction and possibilities. In the anthology that is connected with this festival, there is a story of mine. I don't know the title in French. Why is there no translation happening? Oh, because I'm speaking, never mind. In the anthology that is some of the stories from people at this festival, from me and Neil Gaiman and Norman Spinrad. L'anthologie des Utopias. And the story is about increasing the brain's ability to concentrate. And what the story does is it says, what if we go too far so that the concentration narrows and narrows on one particular thing? And what the laboratory subject that they are using is a young woman chess player. And she's an average chess player, like me, but they increase her ability to concentrate and to shut out everything else so that all of her brain power is focused on chess. And right now, of course, that's not the case. While you're listening to us, part of your brain is listening to us, part of it is wondering when you're going to have dinner, another part of it is thinking about, did you remember to take out the dog, whatever. But if you could concentrate your entire brain on one thing, and this is what they do, the trouble is, then you become so narrow and so focused on chess that you cannot escape from those neural pathways. So what the story does is it focuses on one of the many negative scenarios and possibilities for manipulating the human brain. And again, I write about this a lot because I think it's so fascinating. It goes to the basic questions of identity. Who are we? Who are you? How much of you is you and how much of that is under your control? And if you can be manipulated, your brain, chemically or physically, are you still you? And I think that is one of the basic questions of life, and that science fiction addresses it sometimes through medicine and the brain. Tout à fait, je pense que c'est y compris dans les protocoles thérapeutiques qui peuvent être mis en place. Lorsqu'une chirurgie, lorsqu'un médicament change la personnalité des personnes, est-ce que c'est pour le bien de la personne, ou est-ce que, certes, on va peut-être soigner la maladie, mais bon, si de fait la personnalité en devient altérée, est-ce que c'est souhaitable? C'est une question que les médecins se posent en permanence quand ils ont à faire un traitement justement qui peut amener ce type d'effets secondaires. Donc je pense que, je ne suis pas médecin, hein, mais c'est une question que les médecins se posent en permanence. On va peut-être passer la parole au public. Vous avez peut-être des questions à poser aux auteurs qui sont là. Il y a un micro qui va se balader au fond là-bas peut-être. Le monsieur qui lève la main là, hop, depuis un moment. C'est pas grave, on prendra l'autre question après. Bonjour. Toutes ces recherches qui sont faites depuis en gros une vingtaine d'années sur le cerveau, et là je m'adresse plutôt aux scientifiques, est-ce que ce ne serait pas parce que c'est en gros, je vais faire un petit lien littéraire aussi, la dernière planète organique
où il y a beaucoup de découvertes à faire? Sans doute. Bon, non, c'est vrai que, en fait, ce qui est le plus remarquable peut-être, c'est moi je viens pas d'un domaine, ma formation c'est pas une formation médicale, je viens du domaine du traitement de l'information, de l'informatique, presque des mathématiques, et en fait je suis assez surpris de voir comment, en fait, dans ce milieu-là, les gens sont motivés pour aller faire de la recherche dans le monde du cerveau, par exemple. Et c'est pas uniquement avec des dessins de mieux soigner, mais c'est aussi beaucoup pour essayer de... c'est le mystère de comprendre comment est-ce que cet organe fonctionne et finalement comment soi-même, en fait, on fonctionne. Je pense qu'il y a ce mystère-là qui est spécifique au monde du cerveau par rapport, je dirais, à des gens qui vont faire de la recherche médicale sur le cœur, sur des pathologies comme le cancer. Je pense que le monde du cerveau garde un très grand mystère et beaucoup de gens justement sont attirés par ce mystère. Oui, une autre question? Ah, bonjour. Oui. Donc c'était pas une question, c'était un petit peu des remarques par rapport à ce qui était dit. Donc je pense quand même que dans la science-fiction, l'image de la médecine cérébrale est assez négative. Même, hein. Les nouvelles, les romans qui portent sur ce sujet sont assez pessimistes et dramatiques. Bon, d'ailleurs, on dit que la science-fiction, souvent ici, et dans les tables rondes, elle a comme alerte un petit peu sur les progrès de la science, sur les effets négatifs des progrès de la science. Donc, moi, je pense que si vous voulez, dans la médecine mentale, donc neurologique, psychiatrique, les découvertes sont importantes, elles ne sont pas négatives, par contre, elles sont de peu d'effets. Autant en médecine, les découvertes amènent des résultats importants en termes de thérapeutique, autant dans la médecine cérébrale, donc dans le développement des neurosciences, donc l'imagerie cérébrale, c'est pas la seule, mais c'en est une, le résultat est finalement de peu d'effets, comme on le voit dans la maladie d'Alzheimer, où des recherches considérables ont amené à la découverte de 2 ou 3 médicaments très peu efficaces. Donc je crois que c'est un petit peu ça le problème, si vous voulez, l'effet négatif qu'il y a dans la science-fiction ne correspond pas à la réalité. Par contre, la réalité, c'est qu'il y a relativement peu d'effets. Voilà. Par contre, sur la question qui était posée, est-ce que le cerveau se modifie? Alors, ce n'est pas les thérapeutiques qui vont modifier le cerveau, par contre, ce sont des outils. Hein. L'an dernier, il y avait une table ronde qui expliquait très bien que le développement de l'informatique modifiait le cerveau des jeunes enfants. Dans la mesure où ils utilisaient peu leur mémoire et où ils utilisaient davantage leur mécanisme d'adaptation aux situations. Voilà. Merci. Peut-être que vous voulez réagir à ce qui a été dit. Ouais. Well, I did address this already the part of it, when I said that science fiction does portray not just brain research, but almost everything negatively. And the reason is that it makes a better story. We're trying to write stories, and stories involve conflict and problems and difficulties. To write a novel where somebody undertakes brain surgery or brain research and they discover wonderful things and then it goes very well and it helps a lot of people and that's the end of the story would be boring. We want it to happen in real life, but that's not the way fiction goes. So I think I'm going to let science fiction off the hook here, in that we are constrained by the requirements of fiction to do this. But that doesn't mean that those of us that are interested in science are not aware of the beneficial aspects of brain research, because of course we are. Laurent, peut-être d'abord. Moi, je suis assez d'accord avec le monsieur qui s'est exprimé. C'était Maurice Dantet qui répondait à une époque où il n'était pas obsédé par les musulmans, que craignait moins la découverte d'un nouveau médicament que
que le fait que... Enfin, il répondait aux transhumanistes qui essaient de s'implémenter et d'améliorer leur truc à coup de médicaments et de choses comme ça. Il disait, lisez plutôt Nietzsche, éduquez-vous et ça vous transformera beaucoup plus. Et je pense que oui, qu'il y a sûrement beaucoup plus de transformation interne en faisant apprendre, en donnant des cours de philo à partir de la seconde, que ce qu'il y avait de Médoc. Hein, ça, c'est probablement. Question ? J'apporterai un bémol quand même sur ce qui a été dit. Déjà, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que dans le monde de la science, entre l'émergence d'une nouvelle découverte, d'une nouvelle technologie, et puis la mise en évidence de son impact large dans la société, souvent ça va prendre au minimum 15 ans, 20 ans, voire 25 ans. Si on prend l'exemple de la pharmacologie, par exemple, la mise en place d'une nouvelle molécule pour en faire un médicament, c'est probablement issu de recherches qui ont eu lieu 20 ou 25 ans avant. D'ailleurs, c'est bien le problème. Hein, le problème, c'est que les industries pharmaceutiques déposent des brevets, et puis finalement, ces brevets tombent presque dans le domaine public avant que ça devienne réellement rentable sur le long terme. Et donc, dans le cas de l'imagerie cérébrale, il faut bien voir que les techniques d'imagerie cérébrale telles qu'on les voit dans les médias sont des techniques qui ont été vraiment mises en œuvre, inventées dans la fin des années 80, et c'est plutôt dans la décennie des années 90. Donc c'est très récent finalement, c'est extrêmement récent. Et l'impact de ces techniques-là sur le soin quotidien des gens, ça commence à arriver, mais ça prend du temps. Et ça prend y compris du temps pour l'intégrer dans la pratique médicale, je dirais pas du médecin de ville, mais au moins la pratique médicale des CHU de premier plan. Aujourd'hui, c'est pas le cas. En France, on sait aujourd'hui, par exemple, que voilà, quand on fait un accident vasculaire cérébral, il faut passer sous 2 heures, sous 3 heures, il faut passer une IRM d'urgence. En France, on n'a pas d'IRM d'urgence, on ne peut pas le faire. Dans les pays qui le font, on sait que la majorité des gens qui sont pris en urgence, eh bien, dans ces cas-là, peuvent être soignés. Ça veut dire que l'imagerie permet en fait déjà de commencer à soigner, au moins à indiquer des thérapeutiques, mais on n'est pas nécessairement en fait, comment dire, notre système de santé ne met pas nécessairement, la société ne va pas finalement assez vite pour s'accaparer en fait ces nouvelles avancées. Merci. Il nous reste 3-4 minutes. On prend une dernière question, de préférence qui ne demande pas un développement de 3 ou 4 heures. Si quelqu'un a envie de poser une question. Le jeune homme devant. Le jeune homme devant. Il y a que des messieurs qui ont posé des questions. Pourtant, il y a plein de dames dans la salle. Manque de courage. Hein. Ah oui, vous avez passé la question à votre ami. Oui, j'ai compris. C'est bien. Moi, ce serait plutôt une polémique, c'est dommage pour finir, enfin, voilà, mais c'est agréable. Voilà, c'est une ouverture, on va dire. Par rapport au rôle de la médecine et de la science en général, c'était de se dire que effectivement, on voit l'imagerie cérébrale, on voit les neurones stimuler, les neurones bouger. Et est-ce qu'on voit réellement le siège de la pensée, ou est-ce qu'on voit plutôt une manifestation de la pensée? Donc voir que ce qu'on a l'impression qui est le phénomène lui-même n'en serait pas qu'une manifestation. De la même manière que quelqu'un qui est dans une barque, qui voit qu'il prend l'eau, écope l'eau, sans se rendre compte que, il y a peut-être un trou dans la barque et que c'est peut-être là l'origine réelle du problème, plutôt que l'eau qui est là. Peut-être que effectivement l'origine qu'il pensait, savoir le trou dans la barque, c'est peut-être plutôt qu'il s'est pris une vague, ou que il pleut à verse et que donc la pluie tombe pas forcément de l'endroit où il pensait. C'est complètement métaphorique, mais c'est une manière de dire... la science repousse petit à petit en disant on observe de plus en plus petit, on observe de plus en plus loin, mais du principe même du focus en fait que la science doit faire pour se spécialiser et pour progresser, est-ce qu'il n'y a pas soit un manque de remise en question ou une incapacité d'elle-même de chercher une origine, voilà, entre une distinction entre le phénomène et la cause. Oui, non, mais c'est bien. Bon, il faut voir qu'on ne voit pas grand-chose. En gros, on regarde le cerveau,
comme des myopes, d'accord? Alors maintenant, on commence à avoir des lunettes qui permettent de voir un petit peu moins flou, mais on voit encore flou. Donc ce qu'on discerne dans ce qu'on regarde, eh bien, voilà, on discerne à l'échelle de ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la technologie va s'améliorer, on pourra voir de plus en plus, on pourra ajuster justement le focus de nos lentilles de vision, mais aujourd'hui, on voit encore flou, hein, et on est très myope. Micro arrive. Dans le domaine de l'observation et pas d'identifier effectivement une source. Non, mais pour identifier une source, il faut un modèle derrière. Il faut déjà savoir un petit peu ce que je vois derrière mes lunettes. Eh bien, qu'est-ce que j'attends en physique, c'est pareil. Avant de boson de Higgs, par exemple, ils l'ont jamais vu. Hein, maintenant, ils arrivent à le voir, mais simplement, ils avaient un modèle qui leur disait, tiens, peut-être que le boson de Higgs, ça existe. Eh bien, c'est pareil. Probablement que dans le domaine de la médecine, on manque aussi de modèles pour essayer de mieux prédire ce que l'on va peut-être voir demain. C'est plus ça, je pense, qui manque aujourd'hui. Un dernier mot, Nancy Grace? Yeah, I'm not sure this is what you meant, but perhaps it is. The big debate, one of the big debates now is the mind the same as the brain? The brain is a physical object that we can look at, experiment with, do research on. Is that all there is? Or is the mind something more, something greater than just the brain? And when you start with those questions, you've left the realm of science and you've entered into the realm of philosophy. Maybe. There are scientists who say, yes, they are the same. There is nothing else but the physical brain, this lump of meat in your head. And there are others that say, no, there is something, a difference between mind and brain. But that's probably another round table. There's a spark. Merci, on va s'arrêter là, c'était le mot de la fin. Donc je vais d'abord remercier nos trois invités pour la qualité du débat, parce qu'on a appris plein de choses et c'était passionnant. Je vais remercier également les traducteurs parce que grâce à eux, on peut entendre parler nos amis américains et ça c'est très très important. À ce propos, pensez à ramener vos casques et vos écouteurs aux dames qui vous l'ont donné. Et puis pour le reste, écoutez, je pense que vous pouvez retrouver nos amis auteurs et puis Christian Barillot également en dédicace et puis qui vont déambuler dans la Cité des Congrès. Donc n'hésitez pas à aller les rencontrer et acheter leurs ouvrages. Voilà, et je vous remercie.